Ça fait 2 jours, j'arrive toujours pas à redescendre. Qu'est-ce qui s'est passé au Survivor Series 2023? Je vais me répondre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aux Survivor Series 2023 qui se sont tenus dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre à Chicago? Bah oui, Chicago, c'était sous nos yeux, les indices, tout. Ah, certains y ont cru, d'autres n'y ont pas cru. Certains se réjouissent, d'autres... Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est redevenu normal? Ok. Certains y ont cru, certains n'y ont pas cru, certains... Ça recommence, c'est dans le script. À un moment donné, il va falloir établir la vérité et tenir ses promesses. Bonsoir. Bonsoir. Michel. Je ne déduis à votre présence que j'arrive trop tard. Ah non, peut-être que vous êtes arrivé trop tôt. Tout dépend de comment vous prenez les choses. Autant pour moi. Amitié. Amitié. Mesdames et messieurs, le directeur créatif de la WWE et meilleur booker de l'année 2023 et certainement de l'année 2024, Paul Triple H Lévesque. Ouais, ça suffit, arrêtez de faire les cons là. Jour de fête. Bon allez, Survivor Series 2023 a encore une fois dépassé tous les records, toutes les attentes. Record historique pulvérisé, hein? Oui, bah on n'a pas les chiffres, et alors on n'a pas les chiffres. Il est invité, lui. Hein? Non, record pulvérisé, ça en devient de la palissade, et vous irez chercher la définition. À force, c'est même plus drôle, on va tout de suite parler de ce qui nous apporte, hein, ce qui est à l'ordre du jour. Le retour. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Insérer une blague, hein, sur le retour de R-Trousse. Pour faire rire les faillots au premier rang. Ah, vous avez ri, hein? Voilà, hein? Retour d'R-Trousse. Non, le cinéma. On va parler du vrai retour. Arrêtez de faire les cons. On va parler du vrai retour, et sans offense aucune, bien évidemment, à mon fils, Randy Orton, hein, qui revient de très loin, la blessure, l'absence, revenu au plus haut niveau, comme en témoignent ces 3 minutes d'action ce soir. Un close line, power slam, DDT, vous connaissez. Le RKO, hop, le petit gilet, boum. Ah, c'est bien ça. Non, CM Punk, ici présent. Et bien de retour à la WWE après plus de 10 années d'absence. Enfin, pas loin de 10 années d'absence. 10 années d'absence. Bienvenue à la maison. Il est là, il est beau. Lui qui avait plus mis un pied dans un ring depuis tout ce temps. Il a d'ailleurs toujours pas mis un pied dans le ring. Hein. Voilà. Alors, à tout moment, on peut changer d'avis. Je plaisante, bien sûr. Non, depuis une semaine, on est amis désormais. On a parlé, on a fait table rase du passé. Et vous savez ce qui est beau dans notre industrie, c'est que les êtres humains grandissent, vieillissent, évoluent. Et ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que CM Punk aussi, en 10 ans, il a changé. Hein, surtout ces 3 derniers mois. Donc on a bien conscience que ce retour va faire couler un petit peu d'encre, hein, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les tribunes, dans les vestiaires également. Oula, ça a bien coulé déjà, on est à peine arrivé, on a dû éponger, c'est tout un bazar. Voilà, notre décision à Monsieur Khan et moi est irrévocable, et ça n'aurait pas été possible avant à cause du prédécesseur. Lui posez pas de questions, de toute façon il répondra pas. On a compris quand même que fallait pas lui donner un micro aussi vite. Il ouvrira, ceci dit, lundi à Raw, petit moment nostalgique, voilà, préparé. Ce sera en ma compagnie, celle de Kevin Nash, tonton, le retour. Voilà, donc on a invité ainsi que William Regal, le Dr Hamann, vous allez voir, ça va être chouette. Voilà, c'est tout pour moi. De toute façon, pas le temps pour les questions, parce que bon,
Étant donné même qu'il y aurait des questions, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde, vu que tout ce qu'on fait c'est génial, ça drop. Hein, merci également à tous les grands médias du catch d'avoir douté et de ne pas y avoir cru et d'avoir compris qu'ils avaient été d'une aide précieuse dans tout ce stratagème. Hein, comment ils disent les jeunes, hein, choc barre de baiser. Voilà, choc barre de baiser. C'est tout pour moi. Je vous laisse en compagnie de votre programme habituel. On se revoit. Bah, on se revoit plus. À l'année prochaine, 2024, hein. Voilà. Très bien. Merci à tous. Avant de s'attaquer à la review ou l'analyse de ce Survivor Series 2023, un pay-per-view qui restera, je pense, l'un des plus historiques de WWE tout court. Piqûre de rappel importante, je serai en compagnie de Ludivine les 2 et 3 décembre 2023 à Falampin, dans le nord de la France, pour la convention Rêve de Geek. Une nouvelle occasion de venir à votre rencontre, cette fois-ci sur mes terres du Nord-Pas-de-Calais. Il y a d'autres invités prestigieux et ça sera une toute première pour cette convention, donc je compte sur vous pour lui donner de la force. Tous les liens pour infos et réservations sont dans la description. C'était ma mini parenthèse, en espérant qu'ici on n'ait pas de problème technique. C'est des problèmes techniques ça, bon. Bref, deuxième édition des Survivor Series Wargames, une volonté de Triple H dans son booking de se séparer de l'ancienne formule des Survivor Series avec, ah oui, peut-être que ça nous manque un petit peu, ces fameux 5 contre 5 par élimination qui font la tradition de cet événement depuis quasiment sa création. On a également écarté le concept d'avoir un show opposant les deux brands Raw et SmackDown, étant donné, et ça malheureusement il faut bien le reconnaître, le naufrage et le manque de hype des dernières éditions. Un peu dommage ceci dit qu'on ne l'ait pas revitalisé au vu de ce qui avait été proposé en weekly, notamment suite aux altercations entre les deux managers généraux, Nick Aldis pour SmackDown, Adam Pearce pour Monday Night Raw. Peut-être que tout ceci aboutira à d'autres événements, mais comme l'an passé, ce Premium Live Event va proposer uniquement 5 matchs, 2 Wargames, un féminin, un masculin, et le tout pour une durée ne dépassant pas les 3 heures de show. Et ça, c'était assez agréable. Et puis aussi, à la différence de l'an passé, on n'a pas eu un ventre mou, on a eu un ventre plutôt solide. Premier combat de la soirée, c'est le Wargames féminin. Les fans ont voté pour un avantage numérique pour les babyface. Ah bah oui, si les fans votent, c'est probablement un concours de popularité. Ce qui peut être en effet un peu déstabilisant, les babyface qui vont avoir l'avantage numérique tout au long du match. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif? Eh bien, il s'est avéré que non, WWE a bien joué le coup, puisque la première catcheuse qui va représenter les babyface, c'est Becky Lynch, qui était la dernière l'an passé. Becky Lynch, gros cardio, ça va être elle, la workhorse de cette équipe. Et face à elle, après l'entrée très stylax des membres de Damage Control, Bayley, pour prouver son leadership et son appartenance à ce groupe désormais composé uniquement de japonaises, à part Dakota Kai, Bayley va donc ouvrir les hostilités et subir de ce fait le surnombre pendant l'intégralité du combat, ce qui va permettre de raconter une excellente histoire, parce que oui, le match féminin cette année a eu le droit à un excellent, je trouve, storytelling. Les 5 premières minutes sont assez compétitives, une grosse histoire bien entendu entre Bayley et Becky Lynch qui s'était terminée au début de l'année 2023, va tourner à la fin de ce premier round à l'avantage de Bayley grâce à l'aide de Dakota Kai qui a introduit un kendo stick dans le match. Finalement le surnombre était ailleurs que ce qu'on pense. Entrée après ça de Shotzi qui va bien entendu aider les babyface à reprendre l'avantage. La situation devient délicate pour Bayley, belle association entre Shotzi et Becky. Io Sky arrive pour équilibrer le tir, déjà tout de suite elle nous montre qu'elle est la génie du ciel, ça saute de corde en corde pour aller porter des dropkicks, c'est magnifique. Bianca Belair arrive ensuite avec la particularité, c'est qu'elle a 2 nats, et ouais, elle avait fait 2-13, donc de ce fait elle peut taper les gens 2 fois, voilà, double nunchaku, clac clac. Bayley, Io Sky, ça fait pas le poids malheureusement. Kairi Sane rentre ensuite et va porter quelques coups avec des couvercles de poubelle, c'était plutôt cool. Et une grosse insane elbow sur la pauvre Shotzi avec l'assistance de Io Sky. À dire vrai, Kairi, ça va être le seul moment où elle va véritablement briller dans ce combat. Elle a été un peu discrète, peut-être la plus discrète des 8 combattantes impliquées. Charlotte Flair est la dernière à arriver pour son équipe. Elle fait facilement le ménage et prouve encore une fois qu'elle a pas la meilleure des chimies avec Kairi Sane et c'était un peu rigolo. Gros face à face avec Becky Lynch parce que c'était la question, vont-elles pouvoir coexister? Elles vont se faire attaquer avant de faire quoi que ce soit. Et là on va dépasser les 3 minutes réglementaires pour permettre à un spot d'avoir lieu. C'est Io Sky qui va grimper tout en haut de la cage et avec l'aide d'une chaîne et de Dakota Kai, elle va récupérer une poubelle en métal dans laquelle elle va tout simplement s'introduire et sauter comme elle l'avait fait à l'époque des NXT Wargames. Incroyable, un spot emprunté à la légende québécoise, toujours bon de le rappeler, Sexy Eddie. Damage Control, et ben on peut le dire, elles sont en contrôle à ce moment précis et Asuka fait son arrivée. Asuka
Asuka, elle va introduire des kendo sticks. Et pour le plus grand plaisir du public présent à Chicago, une table. Hein, c'est quand même un peu bizarre que ça soit une heel qui introduise une table alors que ça génère une pop gigantesque. Scène classique des Wargames, chaque équipe occupe un ring, sauf que les babyface, eh ben, elles sont en galère, elles vont se faire assonner de coups. Gros travail d'équipe de Damage Control qui va ligoter Becky et Bianca avant de leur porter toutes les 4 un dropkick. Un gros Poison Mist sur Shotzi. Charlotte Flair pendant ce temps-là a su se faire oublier, elle est montée tout en haut de la cage pour porter un moonsault, l'image est magnifique. Nouveau face-off entre Charlotte Flair et Becky Lynch, et ça y est, le câlin, les grandes eaux, voilà le pouvoir de l'amitié qui va faire triompher les babyface. Plus rien ne pourra les arrêter si ce n'est Bayley qui se sera sacrifiée pendant toute la durée du match, et notamment à la fin où elle va empêcher un tap-out de Kairi Sane sur le disarmeur de Becky Lynch, sauver Asuka d'un Doomsday Device de Shotzi. Après ça, on a une succession de finishes dans un rythme plutôt très cool avec une fois de plus Bayley qui va éviter à Kairi de se manger une spire de la part de Charlotte. Les autres membres de Damage Control ne reviendront plus dans le ring, c'est déferlante de finish sur la pauvre Bayley qui va passer à travers la table après le manhandle slap victorieux de Becky Lynch. Les babyface triomphent. Merci mesdames pour ce qui a été raconté et ça sera très intéressant dans les semaines à venir de voir comment Bayley va se réintégrer au groupe de Damage Control alors qu'elle s'est donné entièrement corps et âme à cette équipe et qu'à la fin personne n'est venu la sauver. Un combat qui a mis une très bonne atmosphère ici à Chicago, on y retrouve un peu tout, le rythme, les spots, la bonne histoire et aussi cette belle preuve d'amitié, hein, Becky Lynch, Charlotte Flair, il va falloir repenser à la cassette de 2017, dis pardon Becky Lynch, bah voilà, elle a fini par le faire. Il y a en effet toujours des petites incohérences mais j'ai pas décidé de pinailler ce soir, parce que je suis de bonne humeur, ça sera un bon et très solide 4,5 pour ma part. Bravo mesdames, un excellent, si ce n'est peut-être l'un des meilleurs openers à la WWE cette année. Bon, pour l'instant, vous avez vu, hein, j'ai toujours pas prononcé son nom. Il va faire son retour maintenant. Et non, c'est pas Akira Tozawa, c'est pas Otis qui vont être interrompus par les Pretty Deadly parce qu'ils savent pas se mettre d'accord sur comment on prononce Chips ou Crips ou... Ah, R-Truth, voilà, R-Truth, retour, placement de produit, R-Truth qui avait été blessé à NXT, qui s'était pété la beuge. Il est de retour, R-Truth, pour un spot publicitaire. Ah oui, faut s'y attendre, il y en aura eu beaucoup pendant l'événement, hein, comme d'habitude, hein. Un match, 20 milliards de pubs, un match, 20 milliards de pubs, et aussi un intéressant segment backstage, puisqu'on va retrouver Sami Zayn aux côtés de Jey Uso. Sami Zayn va informer Jey que Randy Orton n'est visiblement toujours pas arrivé. Jey Uso, il se dit, ouais, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Randy Orton? Souviens-toi qu'on est en partie responsable de sa grosse blessure, si ça se trouve, le mec, il va pas se pointer. Sami Zayn, il reste confiant parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils sont toujours du même côté. Que Randy Orton soit là ou pas, on est ensemble à la vie, à la mort, bro, yeet, etc. Grosse connexion, le public, on aime bien. Le championnat intercontinental défendu par celui qui a le règne le plus long, Gunther, le ring général, affronte l'actuel catcheur actif à la WWE, le plus titré de ce même titre, le Miz, qui est awesome et qui a fédéré le public en weekly, et on a une affiche totalement fraîche et assez fun. On est parti pour ce ventre mou qui ne sera certainement pas mou, 12 minutes de match. Le Miz a posé des problèmes, il s'est attaqué à la jambe de Gunther, il a réussi à le piéger dans certaines situations parce que Gunther, il a mis du temps avant de prendre le Miz au sérieux. J'ai adoré le clin d'œil à Bret Hart avec la figure 4 leg lock dans le coin, ce qui est totalement cohérent avec ce qui avait été dit en promo les semaines auparavant. À ce moment-là, Gunther, il passe la seconde, il va commencer à mettre des grosses big boots au Miz, qui va plutôt bien souffrir. Les atémis aussi sont plutôt costauds. Le Miz qui va faire un gros comeback façon indie et qui va finalement se retrouver piégé dans la grosse sleeper hold de Gunther. Il va devoir s'employer à une petite gruge. Il va retirer l'un des turnbuckles qui va distraire l'arbitre, ce qui va permettre au Miz de porter un coup bas à Gunther, puis un second. Skull Crushing Finale. 1, 2, dégagement. Gunther s'est fait très peur. Le public de Chicago y a certainement cru. Ceci dit, Gunther va se faire avoir une seconde fois puisqu'il va se cogner sur ce coin dénudé. Mais il va résister au backside pit du Miz encore une fois pour un compte de 2. Derrière, eh ben, il va faire ce qu'il fait de mieux, à savoir dérouler son catch, la grosse lariat, le splash depuis la 3e corde. Et terminer le match, je ne sais pas si c'était un clin d'œil ou pas, avec sa propre version du Lion Tamer ou du Walls of Jericho, puisque Jericho lui aussi est un champion intercontinental qui a été de très nombreuses fois titré à la WWE. Je crois qu'il a un titre de plus que le Miz, j'ai pas été vérifié. Victoire de Gunther. Le Miz, il abandonne, mais bel effort, il va être applaudi par le public. Gunther continue son règne de terreur, qui va aller le chercher. Tout était bien joué, le suspense était là, je vais mettre un bon 3/3 à ce match. Et oui, je suis généreux, mais j'aurais pas de mal à le revoir. Surtout, c'était pas simple de passer après un
un aussi gros Wargames féminin. Encore une fois, je trouve que WWE a fait le bon choix et on va passer au combat suivant. Dans un instant, c'est Santos Escobar contre Dragon Lee. Je vais devoir vous expliquer pourquoi c'est Dragon Lee et pas Carlito, parce que j'ai pas fait le SmackDown recap. Avant ça, on a un court segment dans le vestiaire du Judgment Day où on se réjouit de l'annonce du retard, ou peut-être de l'absence de Randy Orton. Retour au ring, clip de feud, et Carlito, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est fait tout simplement attaquer par Santos Escobar lors de l'épisode de SmackDown, et Dragon Lee, qui avait déjà fait un petit peu de pressing auprès de Nick Aldis pour avoir une chance contre Santos Escobar et venger l'honneur de Rey Mysterio, va avoir son opportunité. Et de ce fait, tout le momentum accumulé par Dragon Lee se retrouve à l'épreuve d'un Santos Escobar qui vient fraîchement de tourner et qui a l'air diabolique. Un seul regret dans ce combat, c'est que ça a été un peu trop court. 8 minutes 20. On s'est régalé. Et je pense qu'on s'est pas que régalé parce que l'action était bonne, il y a aussi une importance symbolique derrière ce match que j'ai trouvé assez incroyable. On a d'un côté Santos Escobar qui vient du gros héritage mexicain, El Héros del Fantasma et surtout de sa provenance à la AAA, qui est là plus grosse structure mexicaine depuis des années. Mais cette plus grosse structure mexicaine, elle a un rival historique, c'est le CMLL, dont vient Dragon Lee. Historiquement, toute la famille de Dragon Lee, c'est le CMLL, jusqu'à ce que les Munoz s'embrouillent avec la direction et se cassent. Ah oui, d'abord à la AAA, puis désormais il y en a chez All Elite Wrestling, dont le premier Dragon Lee 1, là c'est Dragon Lee 2, il est à la WWE. Pim, donc on a AAA contre CMLL, et Santos Escobar, Dragon Lee, bah croyez-le ou non, ils ont pas une excellente chimie dans le ring parce qu'ils se sont déjà affrontés par le passé, c'était la première fois que les deux hommes croisaient le fer. Et l'école mexicaine, pour le coup, elle est très très bonne, elle a fait des merveilles, puisque le combat est super, le rythme est terrible. Santos Escobar, il est génial, puisqu'il va teaser, refaire le dropkick avec la jambe coincée derrière l'escalier, comme il l'a fait à Rey Mysterio, ça n'aura pas lieu. Dragon Lee, il régale, il fait des rana au-dessus de les cordes, il fait des rope flips, il fait des V-trigger, malheureusement, il n'arrive pas à passer son destino, il va se faire contrer, et là, on a un enchaînement totalement incroyable de la part de Santos Escobar, Canadian Destroyer, le Phantom Driver pour terminer, 1, 2, 3, le regard derrière, il est génial. WWE croit en son projet Santos, et visiblement croit aussi au petit banger, parce que pour le coup, c'était un match totalement recommandé. 8 minutes qui sont très très bien passées, devant un public en plus de ça réceptif, on a eu des chants pour Dragon Lee, on a eu des grosses suées pour Santos Escobar, 3 quarts là aussi, mais vraiment, hein, 3 quarts de bonne humeur, de très bonne humeur. Toujours autant de publicité entre les matchs, désormais c'est Slim Jim, voilà, et c'est pas LA Knight, yeah, mais le New Day, qui va venir manger ses bâtonnets de viande. J'ai jamais mangé un Slim Jim, je sais pas ce que ça vaut, moi j'en sais rien, puis on n'est pas là pour parler de Slim Jim. Voilà, on les voit assez, Slim Jim. Macho Man, Randy Savage, oh yeah, Slim Jim. Allez, peut-être pour moi la seule déception de ce pay-per-view, ça a été Zoe Stark contre Rhea Ripley. Alors attention, hein, c'est la déception parce que c'était peut-être pas aussi bien que tout ce qu'on a eu sur ce pay-per-view. Mais ça va, on parle d'une déception d'un match 3 étoiles. Ça va, ça va, ça va. Comme ça, j'ai déjà mis la note au match. Bon, Rhea Ripley contre Zoe Stark. Le problème, c'est que le public de Chicago, et je pense que le public en général, ne croit absolument pas aux chances de Zoe Stark, même si elle a fait un petit effort, le petit maquillage était sympa. Mais regardez-moi mamie, regardez-moi la championne. Bah oui, bah elle a éclipsé, de par son immense charisme, tout espoir pour la pauvre Zoe Stark. C'était impossible, c'était infaisable. Et c'est un peu déstabilisant parce que Rhea Ripley, c'est une aussi grosse star, il va falloir vraiment builder les gens très très fort pour réussir à faire douter les gens dès lors qu'ils vont l'affronter. C'est comme les fameux matchs de Roman Reigns. Alors attention, je suis encore en train de comparer Rhea Ripley à Roman Reigns, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans les défenses de titre de Roman Reigns, c'est que la plupart de ses adversaires ont été buildés de manière crédible, et même si, on n'y croyait pas véritablement à la fin, sauf pour Cody Rhodes, on avait quand même un public qui s'était fédéré derrière les babyface, et là, Zoe Stark, et ben, même si elle fait du très bon catch, elle fédère pas du tout, et c'est triste. Elle aura résisté, elle aura montré quelques petites choses, mais Rhea Ripley restera la meilleure, victoire en moins de 10 minutes, le match à sa place, peut-être pour souffler avant la grosse échéance, le main event. Et pourtant, à ce moment précis, sur twitch.tv/Turi316, où on a fait le live react, on était en train de se dire, c'était un peu expéditif, les 3 matchs au milieu, il va peut-être y avoir un combat impromptu. Parce que, Shinsuke Nakamura, il avait lancé son petit challenge, et on attendait, peut-être, on sait pas, une surprise de la part de WWE, d'un natif de Chicago, hein, on sait jamais, que les Dirt Sheets avaient pourtant plutôt débunké. Ah, ça avait été débunké. Pas de CM Punk à Chicago. Bon, eh ben non, pim, c'est parti, la cage, elle descend, c'est le main event. Le Judgment Day allié à Drew McIntyre contre Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins, qu'on a retrouvé backstage d'ailleurs parce que Randy Orton est toujours pas arrivé. Et ça sème un petit peu la confusion, hein. Cody Rhodes, il rassure, si, il va arriver, je l'ai eu au téléphone, c'est quoi de ton téléphone? Est-ce que tu parles au bon Randy Orton? Est-ce que tu parles pas à Rakesh Kumar Orton? On est dans le flou et le public commence à chanter
Bah oui, CM Punk. Hein, bah, on est à Chicago. Gros clip de feud, les entrées sont stylax, Drew McIntyre, il rentre seul, le Judgment Day rentre ensemble, gros face-à-face entre Drew McIntyre et Damien Priest, hein, pour le leadership de l'équipe, très certainement. Et c'est Finn Balor qui va faire le workhorse, qui va commencer le premier. Il y aura un avantage numérique donné au heel, cette fois-ci, grâce à Drew McIntyre qui avait battu Jey Uso lors de Monday Night Raw. Côté babyface, c'est des entrées séparées, tout le monde est over, et là, je vais le dire tout de suite, avant de passer à la review du match, bravo WWE. Ce qui a été dit sur cette chaîne depuis bientôt presque 9 ans, hein. Je rappelle, le 30 novembre, c'est l'anniversaire de la chaîne CSL Catch, merci à tous pour votre fidélité, certains sont là depuis les 9 ans, certains suivaient peut-être aussi à l'époque des formats qui manquent un peu, 3CFM, le SKO, ou souvent en compagnie des chroniqueurs, on se plaignait de l'utilisation des babyface à la WWE, regardez là. Il y a 4 babyface, les 4 sont over, les 4 ont une histoire. C'est le retour du catch, c'est le retour des héros, c'est le retour des gentils, et ça fait tellement plaisir. Seth Rollins contre Finn Balor, les 5 premières minutes sont très cool et rappellent la première grosse feud de Seth Rollins en tant que champion du monde de la WWE. Avantage Rollins avant l'arrivée du deuxième entrant côté Judgment Day, JD McDonough, qui va introduire les premières armes, et avantage Judgment Day, Seth Rollins se fait rouer de coups. Jey Uso pour équilibrer avec une chaise, Jey Uso, il y a comme lui à entendre, hein, le public qui gueule hit à chaque fois qu'il porte un coup, à chaque fois qu'il fait un contre. Seth Rollins et Jey Uso qui combinent très bien, ils font des références aux Rockers, ça fait plaisir. Et étant donné que Jey Uso est dans le ring, côté Judgment Day, c'est Drew McIntyre qui aimerait y aller le suivant, et Damien Priest il lui dit non, tu vas suivre mes ordres, ça fait pas partie du plan, c'est moi qui vais me rendre là-bas pour donner l'avantage à la team. Drew McIntyre, il écoute, mais il est pas forcément très satisfait. Damien Priest, bah apparemment il a un plan. Bah là on le voit dans le ring, il y a 3 mecs face à lui, il se fait casser la gueule. Il va quand même attendre le retour de JD et de Finn Balor pour sortir une matraque télescopique. Ah ouais, alors j'ai trouvé ça un peu bizarre d'avoir une matraque télescopique, genre je me suis pas fait fouiller à l'entrée, hop on n'a pas pu le voir, alors que bah, c'est un match sans disqualification, si vous voulez rentrer les objets, vous venez avec ta matraque frère. Donc 3 minutes quasiment sens unique pour le Judgment Day, arrivée de Sami Zayn, j'ai bien aimé quand Sami Zayn il a serré la main à Cody Rhodes en lui disant vas-y c'est mon tour là, et puis Sami Zayn aussi, quel impact avec les gens, quel impact. Sami Zayn en plus de ça c'est le babyface à qui on va réserver l'honneur d'introduire une table. Sami Zayn aussi intelligemment il va aller récupérer une barre d'acier qui était tout en haut de la cage pour frapper tout le monde avec. Le Judgment Day repasse un sale quart d'heure et là c'est l'arrivée de Drew McIntyre. Pas Dodo, Dodo ça sera le dernier. Dodo c'est apparemment la botte secrète du Judgment Day, on verra bien. Drew McIntyre, qui va se débarrasser facilement de Seth Rollins, de Sami Zayn et de garder au frais un Jey Uso qui est seul dans le ring. Énorme travail de production de la part de WWE parce qu'ils ont fait un gros focus sur le face-à-face entre les deux. C'est partir en bagarre parce que Jey Uso il veut rien lâcher. Drew McIntyre va prendre l'avantage et le Judgment Day va venir le suppléer jusqu'à l'arrivée de Cody Rhodes. Explosion dans le public. Puisque Cody Rhodes il participe pour la première fois à la stipulation inventée par son papa. Il va chercher les armes de son papa. Et les armes de son papa dans une cage avec Seth Rollins, et bah ça nous rappelle évidemment Hell in a Cell. Donc les deux hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se foutre sur la gueule, ils vont déconner? Pas du tout, ils vont s'associer. Et hop, c'est parti, on sonne les cloches, littéralement, de Finn Balor. Seth Rollins, avant de quitter Cody, il lui rappelle. Alors, il vient Randy Orton, bah, il n'a pas son portable sur lui, Cody Rhodes, il a pas la place dans son slibard. Et Dominic Mysterio est donc le dernier entrant visible à faire son apparition. Dominic Mysterio, il redonne l'avantage facilement au Judgment Day. Bah ouais. Enfin oui, non, pas vraiment, parce qu'il était en train de porter les Three Amigos à Cody, que tous les babyface ils sont revenus, là ils l'ont encerclé. Ils lui ont cassé la gueule au plus grand plaisir du public. Et étant donné que tous les babyface étaient aux trousses de Dominic Mysterio, le Judgment Day a fait son comeback, c'est eux en contrôle. Il va y avoir un triple chokeslam de la part de Drew McIntyre et Damien Priest, et puis une avalanche de finish de la troisième corde avec un moonsault de JD, le coup de grâce de Finn Balor, un frog splash de la part de Dominic Mysterio. On va passer Seth Rollins à travers la table après un Outsider's Edge. Le décompte prend fin, on attend Randy Orton et là, musique de Rhea Ripley. Hein? Rhea Ripley, elle arrive avec la mallette du Money in the Bank et Jessica Carr en arbitre. Oh putain, ça y est, Damien Priest va cash in son Money in the Bank. Dans un Wargames! Qu'est-ce qui se passe dans un Wargames? Qui va gagner? Est-ce qu'on nous a expliqué les règles? Michel! 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 Ça recommence, c'est... Michel! Michel? Attendez, où vous avez trouvé ces lunettes, Michel? Ouais mais répondez-moi Michel, où est-ce que vous avez trouvé ces lunettes? Vous êtes devenu kleptomane ou quoi? Je sais ce que vous faites, vous volez les affaires des autres pour derrière les revendre sur le bon coin, sur eBay et vous faire de la thune, y a que ça qui compte pour vous la thune. Hein, je vois clair maintenant dans votre jeu Michel, vous comprenez pourquoi? Hein, vous comprenez pourquoi vous intervenez moins sur cette chaîne? Vous êtes dangereux Michel. Ah, ça fait quoi de savoir la vérité? C'est pour ça que vous vous rhabillez Michel, hein, vous avez froid, hein, j'ai jeté un froid. Alors ça pas du tout. C'est juste parce que l'endroit où je vais il fait froid. Hein? Quoi? Et aussi parce que le moment est venu de montrer que vous êtes un imposteur.
Et touchez pas à ça, c'est pas à vous, qu'est-ce que vous avez... Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, le match. Le cash-in! Oh là là, Damien Priest, le cash-in! Et ben, au moment de cash-in, on n'aura pas la réponse des règles, etc. De ce fait pas besoin de Michel. Si ça m'étonne un peu ce qu'il est en train de faire. Mais la musique de Randy Orton qui fait son retour! Randy Orton, il est dans une shape incroyable. Non mais attendez, mais c'est quoi ses épaules, c'est quoi ses pecs, c'est quoi c'est... Qu'est-ce que c'est Randy Orton? C'est le même? Randy Orton qui a quand même subi une blessure monumentale au niveau du dos. Alors je sais pas ce qu'il a dit, Michael Cole, fusion back chirurgie, le mec il revient, il est déter. La pop elle est gigantesque à Chicago, hein. On a oublié qu'il y a un punk qui vit à quelques pâtés de maison, ça on s'en fout. Randy Orton! Et le Judgment Day va faire la même connerie que tous les méchants dans tous les bons films. Ils vont y aller les uns après les autres. Alors voilà, bah c'est bon pour Randy Orton, clothesline, power slam, DDT. Le Judgment Day, ils tombent tous sur Randy Orton, les babyface, ils viennent à son secours. On se réunit au centre des deux rings. C'est un peu bizarre à dire ça, mais ça vous connaissez, c'est les Wargames. Au centre des deux rings, tout le monde va porter les drip-tits DDT. Incroyable, quel moment. Randy Orton, il est prêt pour son RKO, il change de cible et il regarde Jey Uso. Oh, les miquettes, hein. Et là, Jey Uso, Randy Orton, les regards se croisent. Et Randy Orton, il lui dit... Gamin, j'ai pas oublié ce que t'as fait. Et là, la tension elle monte, et boum, super kick de Jey Uso qui sauve Randy Orton, RKO sur Dominic Mysterio, on se déplace sur l'autre ring, avalanche de finish de tous les babyface. JD McDonagh, il se retrouve tout seul, il est en train de grimper tout en haut de la cage, il veut s'enfuir, bah le pauvre, il est rattrapé par Sami Zayn et Seth Rollins. Et là, tout le monde est tout en haut, Randy Orton, il est en bas. Commence à comprendre. Vous me l'enverrez pas là pour déconner? Hein? Y a peut-être moyen d'en tirer un truc là, il y a peut-être moyen de planter un RKO mythique, et bah bim! JD McDonagh projeté en orbite, RKO à la réception, c'est incroyable, la foule explose, et le crossroads de Cody Rhodes, on n'en parle plus, victoire des babyface, voilà des gentils dans le catch, c'est beau! L'image elle est belle, Randy Orton, Jey Uso, ils se prennent dans les bras, finalement, il n'y a pas d'embrouille, Randy Orton il est revenu, c'est un gentil, ça fait qu'on a une armée de babyface totalement cool, il va falloir équilibrer tout ça, les gens vont pas pouvoir rester tous au même endroit, faudrait pas qu'il y ait genre une autre star qui arrive à Monday Night Raw pour déséquilibrer. Ah, et puis le show se termine ainsi, tu vois, il y a le copyright qui arrive, il y a tout va bien, tu vois, et... Oh putain. Hein? Bah la réaction, hein, de n'importe qui à ce moment-là. Les écrans de fumée balancés partout sur internet. Non, il revient pas, on a discuté, il n'y a pas eu de rapprochement entre Triple H, CM Punk, putain. On entend, presque 10 ans après son renvoi, la musique de Phil Brooks, CM Punk, à la WWE. Et pas pour un documentaire, un clip, etc. On est live, les mecs! CM Punk fait son retour à Chicago. Il fait son entrée, voilà, petit t-shirt blanc, on pose avec le public. CM Punk est bien de retour. On a vu Bret Hart revenir à la WWE, tu me diras, après, quand même, avoir été baisé sur toute la ligne par Vince McMahon, avoir perdu son frère dans cette même compagnie, hein, qui l'a tenu responsable. 13 ans plus tard, il était là, il affrontait Vince McMahon à WrestleMania, le match je le recommande pas, mais bon, on s'était dit, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être la même pour CM Punk, qui avait quand même traîné la compagnie dans la boue jusqu'à pas permis, jusqu'à prendre des décisions judiciaires à l'encontre du Dr Hamann qu'il avait, selon ses dires, mal soigné à l'époque, faire son retour en 2021 du côté de All Elite Wrestling, avoir vidé son sac, et vider son sac, c'était pas n'importe comment, hein, il a renié, hein, ni plus ni moins, tout ce qu'il avait accompli à la WWE. Pour lui, c'était pas du catch. Pour lui, c'était l'endroit qui le rendait malheureux. En plus de toutes les shoots, je parle pas des déclarations sur Twitter qui resteront toutes controversées. CM Punk est-il un hypocrite? Au moment de son entrée, et même au moment où je vous parle, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et même, je vous le dis, hein, pour tous ceux qui ont retourné leur veste, j'en ai rien à foutre. Retournez votre veste, profitez du moment. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on sait pas, c'est le doute. On en saura beaucoup plus ce soir à Monday Night Raw. On verra si oui ou non WWE, il nous mène en bateau avec les réactions un peu démesurées, dont celle de Drew McIntyre qui a quitté le ring prématurément et qui aurait claqué la porte, dont celle de Seth Rollins qui a été filmé par les fans et qui a
dû se faire retenir par la sécurité composée de Michael Cole et de Corey Graves. À la vue du Punk de Chicago, les doigts d'honneur ont fusé, les insultes aussi, et oui, CM Punk, Seth Rollins s'est jamais caché de qualifier CM Punk de cancer pour ce milieu. Lui qui a chié sur la compagnie pendant ces 9 dernières années, tu crois pas qu'on va lui mettre le tapis rouge? Moi, je me suis cassé le cul pour faire de cet endroit l'endroit qu'il est, et là, CM Punk, on va tout lui donner sur un plateau d'argent? Work, pas work, shoot, pas shoot, à un moment donné, bas les couilles. Venez dans le train, montez dans le train, il s'est passé quelque chose de fou, il s'est passé quelque chose de dingue. Si ça se trouve, j'aurai pas cette réaction-là dans 2, 3 mois, 4 mois, 3 ans, 4 ans, parce que oui, le retour de CM Punk peut être un fiasco, à plein de niveaux, mais mon conseil, asseyez-vous bien au fond de votre siège, là voilà, comme ça, le dos bien droit, voilà, les mains comme ça, et savourez. Kiffez. Il y a peut-être des chances que des choses s'écrivent, même le 4 mai à Lyon, pour l'avenue de WWE en France. Pensez aux affiches, qui pourraient être totalement folles. Non, pas celle-là, on va encore avoir des problèmes. Ma note pour ce main event, ça sera là aussi un très très gros et très solide 4,5, sublimé bien sûr par ce moment en aftermatch totalement fou. On va pas non plus mésestimer le retour de Randy Orton qui est très très fort. Tout le monde a Monday Night Raw ce soir. Je vous laisse là-dessus, le moment était dingue, peut-être l'Euro Recap, et tout le monde reste... Où suis-je? Quel est cet endroit? Il n'y a pas de Sturimaniacs ici? Je ne suis jamais venu ici auparavant. Qu'est-ce que c'est que cette palissade? Ah! Ce n'est pas chaud. Je te reconnais. C'est toi qui m'as amené ici. C'est toi qui as privé tous les Sturimaniacs de leur récap hebdomadaire. Tu m'as amené ici dans un seul but, parler de ces événements du passé qui ne font aucun sens. Tu ne comprends pas. Depuis 8 années que tu vis à travers la chaîne Cessal Catch, tu influences toute une génération de fans matrixés par tes expressions débiles, tes personnages secondaires et tes promesses que tu ne tiens jamais. Mais tout ce que tu racontes est faux. Il suffit de voir l'algorithme YouTube. Il n'en a qu'à faire des actes présents et il réclame qu'on lui parle avec nostalgie et que l'on déterre les vestiges du passé. 29 octobre 1995, WCW, Halloween Havoc. Mais non, ça marche uniquement avec la génération NT1. Là, vous voulez me faire parler d'un événement qui s'est passé à l'époque où c'était même pas télévisé en France. Je comprends absolument pas votre obsession avec le passé, vous venez du futur pourtant, pourquoi parler du passé? Sturi, souviens-toi que j'ai été créé par ta faute. Tu as inventé le Sturi du futur, car tu ne maîtrisais pas ta propre temporalité. Tu as créé une hype avec ton format Qu'est-ce s'était passé, et tu as promis à ta communauté d'en faire plus. Mais tu as échoué. Oh ça va, c'est bon, j'aurais bien fini par trouver le temps. Impossible, car je viens du futur. En 2023, WWE va connaître un tournant historique en fusionnant avec l'UFC. Quoi? Cody Rhodes ne va pas terminer son histoire à WrestleMania 39. Mais on est en plein délire. AEW va reprendre CM Punk pour le virer à nouveau. Non! Et ce n'est pas tout, car ce même CM Punk, 3 mois plus tard, reviendra à la WWE. Non! Comment allais-tu trouver le temps dans tout ça de parler du passé comme tu l'as promis? Tu es incapable, et c'est pour ça que dorénavant, fini les Sturimaniacs. Mais c'est pas possible, mais comment moi je fais pour partir d'ici? Vous avez pas me bloquer ici, non, vous avez pas privé les Sturimaniacs de la chaîne Cessal Catch, jamais! Je vais désormais t'abandonner ici,
et accomplir ma mission. Prendre ta place sur YouTube. Non mais c'est pas possible, vous allez finir par me renvoyer chez moi, j'ai du boulot. Il est hors de question que je parle de votre truc, du Yété, du donjon du destin et de toutes vos conneries là. Quoi? Ah ben vous partez. Michel? Bonjour, je suis Michel Beaujolais, arbitre international responsable vidéo Lavar, et je viens du futur.